Bonjour à tous et bienvenue. Je me présente, mon nom est Sarah et je serai votre animatrice dans le cadre de cette présentation qui porte sur le programme de maîtrise en santé publique. Donc, avant de débuter, je vais vous faire part de quelques petites précisions. Donc, tout d'abord, cette séance est enregistrée. Votre micro sera donc fermé pour toute la durée de la conférence. La conférence est d'une durée de 45 minutes, donc il y aura 20 minutes de présentation, suivi de 20 minutes de questions et réponses. Vous pouvez utiliser la section Q&R ou Q&A qui se trouve au bas de la fenêtre pour poser vos questions et nous allons y répondre de manière orale. Cette conférence sera accessible après sa diffusion sur le site des portes ouvertes, du site de l'admission et du service de l'admission et du recrutement. Donc maintenant, je vais céder la parole à nos conférenciers d'aujourd'hui, Mme Nicole Leduc, M. Bernard Simon-Leclerc et Alexandra Grisé qui vont qui vont partager tout ce qu'il y a à savoir quant à la maîtrise en santé publique. Bonne présentation! Oui, c'est moi qui dirige la maîtrise en santé publique. Ensuite, il y a mon collègue Bernard Simon-Leclerc, que vous pourrez voir bientôt sûrement. Bernard Simon, il est professeur agrégé de clinique, le voilà, au département de médecine sociale et préventive, et il est aussi directeur du partenariat et des stages à l'École de santé publique. Alors, Bernard Simon va vous parler un peu de ce que sont les stages, en quoi ça consiste et tout. Et il y a aussi ma collègue Alexandra qui est là, Alexandra Grisé. Elle est analyste des programmes à l'école et elle connaît vraiment à fond les rouages des programmes de santé publique. Alors, quand ce soit des petites questions pointues auxquelles on n'est pas capable de répondre pendant Simon et moi, il y a une spécialité ici pour Alexandra. Je vais peut-être brièvement vous parler un peu des programmes, en gros. Je me disais aussi peut-être que, puisque vous êtes intéressé par la santé publique, ce serait une bonne idée qu'on vous présente un petit peu comment on voit ça, nous, la santé publique, puis en quoi ça consiste. Attendez. OK. Alors, qu'est-ce que c'est la santé publique? Ici, je vous ai mis une définition de la santé telle qu'on la retrouve dans la loi sur les services de santé et les services sociaux. C'est une définition qui est reconnue un peu partout et qui vraiment sert de base à nos actions ici en santé publique. Alors, vraiment, la santé publique, là, sa conception de la santé, c'est vraiment une conception dynamique, positive de la santé, qui va englober les dimensions physiques, mentales, psychosociales, puis le bien-être fait partie de la santé. Alors ça, vous allez, ceux qui vont s'en venir en santé publique, vous allez apprendre ça et vous allez en parler pendant longtemps. En fait, ce qu'elle vise, la santé publique, c'est maintenir, améliorer la santé de la population, mais en accordant vraiment une attention toute particulière aux populations vulnérables et aussi en essayant de réduire les inégalités sociales de santé. Ce que c'est ça, les inégalités sociales de santé, c'est des différences systématiques. On en entend parler là, dernièrement avec la COVID. Là. Donc, ce sont des différences systématiques qui vont exister dans différents aspects de la santé au sein de la population. C'est souvent ce qu'on appelle les populations plus vulnérables aussi. Donc, ce qu'on fait en santé publique, c'est un programme qui est ambitieux. C'est sûr qu'il faut aborder les problèmes avec une pensée systémique. Donc, on va faire appel à l'interdisciplinarité. Vous allez voir, il y a des gens de partout avec toutes sortes de formations qui viennent en santé publique. On a recours aussi à l'action intersectorielle, puis au travail collaboratif, interprofessionnel. Et tout ça, on fait ça de façon à agir sur l'ensemble des déterminants de la santé. Donc, on est vraiment assez ambitieux. Maintenant, comment on agit en santé publique? Il y a 4 grandes fonctions. On a la surveillance continue de l'état de santé de la population et de ses déterminants, la promotion de la santé, la prévention des maladies, des problèmes psychosociaux puis des traumatismes. Puis on a également la protection de la santé et la vigie par la détection rapide puis la mise en place d'interventions. Maintenant, comment on agit? On a dans nos actions là, des principes, des valeurs qui vont nous guider. Ici, je vous en ai mis, je pense, parmi les principales, mais on retrouve là-dedans l'équité. Ça, on s'en préoccupe tout le temps. Est-ce que les interventions qu'on met en place sont équitables? Est-ce qu'ils sont susceptibles de créer des inégalités sociales? La justice sociale, tout ça, c'est au centre de nos efforts.
Nos actions, on les base sur la rigueur, l'innovation. On pratique en intersectorialité, en pratique collaborative, comme j'ai dit tantôt, c'est ça nos moteurs d'action. On va agir sur les législations, les politiques, c'est des outils qu'on va utiliser tout le temps. En fait, on va appuyer toutes nos actions, on va les appuyer sur des données probantes qui vont être basées sur des méthodes de recherche tant quantitatives que qualitatives ou encore mixtes. Maintenant, on a besoin de professionnels compétents. Notre école et aussi notre programme sont tous les deux agréés par le Council on Education for Public Health, le CEPH, et on est en voie d'agrément par une autre agence qui est une agence européenne, celle-là, l'Agency for Public Health Education Accreditation. L'école, en fait, est la seule école francophone qui est agréée par le CEPH. Il y en a 2 au Canada, des écoles agréées comme ça, et il y en a 4 à l'extérieur des États-Unis. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ben, en fait, ça vous assure, à vous, les futurs étudiants, et à nous, les professeurs, que ce qu'on enseigne, c'est ce qui correspond au plus haut standard. Donc, les compétences qu'on vise et la façon dont on essaie de les enseigner, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et forcément, ça nous engage à toujours nous améliorer, à viser la perfection, finalement, même si on ne l'atteint jamais, c'est sûr. Mais on a quand même des grandes ambitions par rapport à ça. Les programmes en santé publique, bon, on a la maîtrise, mais on a 2 autres programmes, les micro-programmes et le DSS, c'est-à-dire le diplôme d'études supérieures spécialisées, qui sont des programmes gigognes à la maîtrise. Ce que ça veut dire, je reviendrai en arrière ensuite, à des programmes gigognes, ça veut dire que les cours que vous suivez dans le micro-programme, c'est un petit programme, ça comprend 5 cours, 15 crédits. Si vous décidez d'aller au DESS, ils sont reconnus. Même chose, si vous passez du micro-programme à la maîtrise, les cours que vous avez suivis font partie de la maîtrise. Donc, vous pouvez commencer directement par la maîtrise, mais vous pouvez également commencer par un ou l'autre de ces programmes-là. Ils ont en commun, les micro-programmes DESS maîtrise, des cours interdisciplinaires qui sont des cours fondateurs en santé publique. On parle ici des principes enjeux de la santé publique, promotion de la santé, prévention, planification, évaluation d'intervention en santé, ça c'est votre pain quotidien en santé publique. L'épidémio, la même chose, les biostatistiques, santé environnementale, puis également les systèmes de santé, santé des populations. Donc tout ça, c'est des troncs communs, des cours vraiment fondateurs, interdisciplinaires. Et avec la maîtrise, ce qu'on ajoute, c'est des cours de spécialisation. On a 2 profils. Le profil recherche, c'est un profil avec mémoire, qui forme généralement des analystes ou encore des professionnels de recherche ou encore des étudiants qui vont continuer au 3e cycle, donc vers un PhD, soit en santé publique ou dans une autre discipline. Et on a 6 profils professionnels, c'est-à-dire avec stage ou un travail dirigé. Donc, 6 options là-dedans. On a promotion de la santé, santé et environnement, santé mondiale, l'option Une seule santé, qui se fait en collaboration avec la faculté de médecine vétérinaire. On a l'option système et politique de santé, puis enfin la surveillance épidémiologique. Maintenant, on a des cheminements types. Alors, si vous voulez avoir une meilleure idée de ce que ça peut avoir l'air, une scolarité dans un microprogramme, un DESS, une maîtrise, je vous ai mis les liens ici, c'est simple. Vous allez sur le site de l'École de santé publique, vous choisissez les programmes de 2e cycle. À l'intérieur de ça, vous choisissez santé publique et vous allez accéder à ces différents programmes-là et vous avez juste à regarder les cheminements types de chacun. Pour la maîtrise, il y a évidemment des cheminements types variables en fonction des options. Donc, chaque option a son cheminement. Et les durées des études sont également là-dessus. Elles sont variables dépendamment que vous êtes à temps plein ou à demi-temps. Par exemple, si je prends la maîtrise, ici, la durée des études, ça peut être 4 ou 5 trimestres si vous êtes à temps plein. 4 trimestres, c'est rapide, c'est beaucoup de cours par trimestre. Ou encore 5, ce que j'appelle, moi, le cheminement normal pour l'étudiant normal. Et on a également, ça peut aller jusqu'à 9 trimestres si vous êtes à demi-temps. Alors, voilà, c'était très rapide. Hein? C'est un petit tour, bref aperçu des programmes qu'on a en santé publique.
Je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Bernard Simon, qui va vous parler des stages. Il arrive. Oui, moi je suis là, mais c'est le PowerPoint. Il y a quelqu'un qui va mettre le non, c'est PowerPoint? toi. Ah, je peux le mettre si tu veux, je l'ai ouvert. Oui, oui. OK, je croyais que... Je croyais pas que c'était moi, excuse. Attends une minute. Non, je l'ai fermé. Oh, OK, donc je vais essayer de faire... Excusez-moi. Je vais essayer de faire rapidement. Donc, est-ce que vous voyez... Non. Attendez un peu. Excusez, bon. Est-ce que maintenant vous voyez mon écran? Non plus. Monsieur Leclerc, je pense qu'il faut que vous recommencez votre partage d'écran, mais que vous sélectionnez votre PowerPoint. Donc, pas votre bureau ou une autre fenêtre, c'est vraiment le PowerPoint qu'il faut Je partager. m'excuse de... Pas de problème, vous pouvez juste recommencer. OK, bon. Je vais faire ça. Je ne savais pas. Bernard Simon, je l'ai ouvert. Veux-tu que j'essaie? Oui, oui, si peut-être ça va aller plus vite. OK. Puis attends un peu. Voilà. Attends un petit peu. Je vais te l'arranger là. Okay. Donc, je peux commencer. Tiens, Donc, OK. tout le monde voit le PowerPoint en principe. Voilà. Bon, pour les étudiants étrangers, vous voyez, j'ai mis quelques photos de l'hiver, montrer le paysage québécois qu'on a eu au début de la semaine. On a eu un petit peu de neige. Voilà. Sinon, c'est toi qui vas devoir avancer. Oui, voilà. Alors qu'est-ce que c'est un stage? Donc, j'ai mis ici, j'ai souligné les mots importants. Donc, vous avez une définition classique de qu'est-ce que c'est un stage. Donc, il faut considérer que c'est une implication dans un milieu de pratique concrète. C'est une expérience terrain qu'on a à la fin de la formation théorique, la formation académique avec les cours. C'est une immersion pratique qui se fait dans un milieu de travail concret, qui le plus souvent sont des organisations de santé et de services sociaux, mais ce n'est pas limité à ça. Ça peut se faire dans une très grande diversité de milieux, des ONG, des organismes communautaires, des fondations, des groupes de pression. Donc, les milieux peuvent être très diversifiés. Alors, c'est une immersion qui est une expérience d'apprentissage qui est supervisée par un maître de stage qui est reconnu par l'École de santé publique, que nous, on appelle un chargé d'enseignement clinique. Et c'est une occasion, donc, de mettre en pratique des connaissances et des capacités qui vont avoir été acquises au cours de la formation, mais non seulement de mettre en application des compétences, des habiletés acquises, mais une occasion également d'en développer des supplémentaires qui ne peuvent se faire que dans le milieu de pratique. Donc, ça concerne à la fois les savoirs, les connaissances, les théories, les savoir-faire, donc les habiletés, la mise en application, l'expérience pratique, les tâches, mais une chose importante également, c'est le savoir-être. Donc, on parle des attitudes, des comportements, des valeurs qui sont nécessaires à l'exercice de la pratique de la profession. Donc, les stages se font à la fin du parcours, complètement à la fin du parcours académique, après avoir complété l'ensemble des cours théoriques. Donc, ça se fait à plein temps, donc ça dure 16 semaines à plein temps, donc à 35 heures par semaine. Il n'y a pas de vacances. Je marquais ici, évidemment, que
pour les étudiants de l'option santé mondiale qui se trouvent à l'étranger. Donc, il y a quand même un horaire plus malléable. Habituellement, ils ont plus d'heures, mais ils consacrent certaines heures à découvrir leur environnement, le pays d'accueil. Bon, alors, la majorité de nos stages actuellement sont non rémunérés, sauf quelques exceptions. Au cours du stage, donc, vous devez réaliser un projet concret qui sont distincts, disons, dépendamment des options, mais donc de réaliser un projet concret et en même temps une occasion d'être exposé à différentes facettes ou différentes expériences pratiques que représente le travail d'un professionnel en santé publique. Donc, le travailler sur son propre projet, mais en même temps de participer à différentes opportunités qui se présentent dans le milieu. Donc, de trouver un sujet de stage, un projet de stage, c'est la responsabilité de notre équipe. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce côté-là. On a tout un processus, mais évidemment, il y a aussi la possibilité, donc on cherche une diversité de projets de stage qu'on soumet à l'attention des étudiants qui peuvent choisir par rapport à leurs intérêts, par rapport à leur option. Mais il y a toujours la possibilité, par exemple, que les étudiants puissent trouver un sujet de stage par eux-mêmes qui correspondrait davantage à leurs attentes. Alors, ça, donc j'ai déjà mentionné que c'est une occasion de réaliser un projet concret et en plus d'un rapport de stage, les étudiants doivent produire un produit livrable spécialement pour le milieu d'accueil. Bon, et là, ici, on a juste marqué que l'importance de la qualité du dossier académique, évidemment, donc, on parle des notes du bulletin, des notes de cours, de la moyenne cumulative. C'est important parce que c'est plus facile de trouver un sujet qui va correspondre à vos attentes si vous avez un bon dossier. Évidemment qu'il y a certains milieux qui peuvent, vous allez devoir déposer un dossier de candidature et donc, les milieux peuvent demander de passer des tests d'aptitude, un petit peu d'analyse de données, mais ils vont évidemment regarder aussi la qualité des dossiers, puis ceux qui ont un meilleur dossier vont fort probablement, avoir plus de chances de choisir parmi les projets qui les intéressent le plus. Tout à l'heure, si jamais il y a des questions, je pourrais toujours donner quelques exemples de projets possibles en santé publique. Et ici, c'est juste pour dire, le stage comme tel a 3 composantes pour l'évaluation. Donc, il y a une évaluation à partir d'une grille formelle. Donc, il y a une évaluation des compétences mises en pratique pendant le stage qui compte pour une partie importante, 40%. À la fin du stage, donc les étudiants doivent faire une présentation orale de leur projet qui compte pour 20%, et ensuite déposer un rapport de stage qui a un canevas, donc il y a du contenu attendu, une certaine structure du rapport, et ils doivent aussi déposer une réflexion critique sur l'expérience qu'ils viennent de vivre au cours du stage. Donc, ça compte pour 10%. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à mentionner pour l'instant sur les stages. Je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure s'il y a des questions spécifiques sur les stages. Merci beaucoup, Bernard Simon. Alexandra, maintenant? Oui, moi, je voulais seulement faire un petit rappel là, de certaines questions qui sont posées quand même fréquemment là, au niveau de la maîtrise, au niveau des admissions, toutes ces choses-là. Donc, premièrement, la date limite pour déposer une demande d'admission pour le trimestre d'automne prochain est le 1er février. Et puis, vous devez faire une demande d'admission sur le site de admission.umontréal.ca. Donc, sur ce site-là, vous aurez toutes les informations sur les documents à déposer. Au niveau des frais de scolarité, il faut savoir qu'à la maîtrise, les frais de scolarité sont calculés en fonction du statut. Donc, vous pouvez choisir le statut temps plein ou demi-temps.
J'ai mis tantôt dans le lien de conversation là, pour aller voir les frais de scolarité, combien ça coûte et tout. Donc, le statut temps plein est octroyé lorsqu'on suit plus de 7,5 crédits de cours au trimestre d'automne et d'hiver, et l'été, c'est 6 trimestres. Comme Nicole l'a mentionné tantôt, on a des cheminements qui sont déjà établis pour les étudiants. Donc, vous pouvez choisir un cheminement temps plein ou demi-temps. Le cheminement demi-temps, par contre, est recommandé pour les étudiants qui ne maîtrisent pas bien la langue française, ceux qui doivent travailler pendant leurs études, qui ont des obligations familiales. Et puis, en général, les étudiants internationaux qui viennent ici peuvent prendre un cheminement qui est un petit peu plus allégé aussi. On a un cheminement qui est 5 trimestres pour vous. Donc, les étudiants internationaux doivent toujours être inscrits au statut temps plein, peu importe le cheminement qu'ils font, s'ils font le temps plein ou le cheminement un petit peu plus allégé. Tous les étudiants doivent avoir complété 3 trimestres en statut temps plein avant de pouvoir entamer son stage, ainsi que, comme Bernard Simon l'a mentionné, d'avoir terminé leur cours. Il est possible aussi de faire un transfert d'un programme de DESS à la maîtrise. Donc, ça aussi, vous avez les informations sur notre site Internet. Il faut savoir aussi que vous devez être inscrit à un statut temps plein avant d'entamer le stage. Donc, même si vous avez terminé tous vos cours, vous devrez quand même être inscrit à un statut temps plein. On a aussi de l'aide financière qui est disponible. Donc, sur la page de l'ESPUM, on a un endroit où vous pouvez voir les offres de bourses. Il y a aussi de l'information à ce sujet-là sur la page de l'admission et sur le site des études supérieures et postdoctorales. Donc, ça, on pourra vous mettre le lien tantôt. Et puis, justement, il y a certains étudiants internationaux qui peuvent recevoir des bourses de divers organismes et aussi avoir recours à de l'aide financière des gouvernements canadiens et québécois. Il faut aussi mentionner qu'il y a des exigences linguistiques pour étudier à l'ESPUM. Donc, tous les étudiants qui sont non francophones devront passer un test de français, étant donné que les cours sont offerts en français seulement. Donc, vous devez pouvoir bien comprendre et tout. Et aussi, il faut avoir une compréhension suffisante de l'anglais, étant donné qu'il y a plusieurs lectures et documents de référence qui sont disponibles uniquement en anglais.